Sécurité renforcée dans cette école de Mamoudzou. Ici, près de 250 écoliers ont fait leur entrée ce matin. Le personnel redouble donc de vigilance pour faire respecter les gestes barrières. Quand ils arrivent, on a des petits groupes. Et dès 6h45, il y a une enseignante ou un enseignant qui a la charge d'ouvrir le portail pour permettre aux élèves de rentrer. Et quand ils arrivent, ils vont dans la cour et là, direction des lavabos pour le lavage de mains. Dans la cour, des marquages au sol ont été tracés pour se ranger à bonne distance et des lavabos supplémentaires ont été installés pour éviter les attroupements pendant les lavages de mains. Dans cette école, le protocole sanitaire vise surtout à former des petits groupes d'élèves pour réduire les contacts physiques au minimum. Ils sont 25 par classe et là, en fonction justement des mouvements, notamment le mouvement de lavage des mains, on les scinde en petits groupes. Alors, donc ça peut être 15, 10, voilà, donc ils vont au fur et à mesure rejoindre les lavabos qui ont été mis en place pour justement leur permettre de se laver les mains. D'autres mesures viennent compléter le protocole sanitaire, telles que le port du masque, les nettoyages fréquents des salles de classe. Autant de précautions censées stopper la propagation du coronavirus et qui rassurent les parents d'élèves, même si certains restent sceptiques. Oui, j'ai entièrement confiance à l'équipe pédagogique de l'école Recette, oui. Oh, comme tout le monde, j'ai une petite appréhension. Les autorités, par rapport aux chiffres qu'ils nous donnent, on sait très bien que ce n'est pas les bons chiffres. Donc, on a ramené les enfants à l'école, mais on n'est pas totalement rassuré. Malgré les réserves, la quasi-totalité des élèves de l'école a pu reprendre le chemin des cours ce matin, selon le directeur. Alors tous les établissements scolaires du second degré ont pu ouvrir, donc comme on le sait avec une jauge réduite pour les collèges et les lycées, les quatrièmes, les troisièmes, les secondes et les premières viennent en cours une semaine sur deux. Pour les écoles dans le premier degré, un certain nombre n'a pas ouvert. On sait qu'à Chirongui, ça a pris du retard sur le nettoyage des locaux. On sait qu'à Aqua, il y avait aussi un certain nombre de soucis dans les écoles qui avaient été impactées par les inondations. Et sinon, les autres écoles ont pu ouvrir avec, à chaque fois, que ce soit pour les écoles, les collèges et les lycées, un protocole sanitaire très renforcé. Dans le premier degré, on va dire, tous les élèves qui devaient venir sont venus. Dans les collèges, quasiment tous aussi. Dans les lycées, dans certains cas, on a entre 5 et 10% d'élèves qu'on attendait et qui ne sont pas encore venus. Mais j'ai envie de dire, c'est malheureusement assez typique d'un retour de vacances où on a parfois du mal à retrouver tous les élèves. Fermés depuis le 5 février suite au confinement, les commerces dits non essentiels sont enfin autorisés à rouvrir leurs portes. Une bouffée d'air frais pour plusieurs commerçants, sans en oublier les mesures de protection sanitaire. C'est vrai que c'était attendu depuis l'annonce du confinement. Nous avons mis en place des mesures pour respecter les gestes barrières, notamment les jauges qui sont affichées sur toutes nos boutiques pour respecter le nombre de personnes maximum en magasin. C'est vrai qu'on n'a pas encore le recul nécessaire pour savoir combien de clients nous allons recevoir aujourd'hui, mais nous savons que la réouverture était vraiment très attendue. Une réouverture attendue de longue date et ce ne sont pas les premiers clients qui diront le contraire. On y passait par là, voilà, j'y voyais, mais je pouvais pas rentrer puisque c'était fermé. Et donc pour moi, je me suis dit que dès que ça va ouvrir, j'y passerai. Donc là, aujourd'hui, je suis là pour voir. Je suis contente que le magasin soit ouvert aujourd'hui, parce que ça faisait longtemps. Et c'est un plaisir de revenir faire du shopping. J'ai acheté des pantalons, des hauts et surtout une ceinture si j'en avais tellement besoin. Si l'accueil du public est désormais autorisé pour plusieurs commerces, ce n'est pas le cas de tous. Les bars et les restaurants doivent se restreindre à garder leurs portes closes et l'optimisme n'est pas forcément au rendez-vous pour leurs gérants. Aujourd'hui, la restauration sera comme en 2020, la dernière à ouvrir, l'hôtellerie-restauration. Il va falloir réhabituer notre clientèle qui a pris d'autres habitudes de consommation sur l'extérieur. Ça va être un travail de très très longue haleine pour faire revenir toute cette clientèle dans les restaurants. Pour les bars et restaurants, il faudra attendre le 29 mars avant une éventuelle réouverture au public. Et avec le ramadan qui se profile, difficile d'aborder l'avenir sereinement pour un secteur déjà bien mis à mal par la crise sanitaire actuelle.
on est toujours malheureusement sur les mêmes revendications parce que les choses évoluent lentement. Plus de forces de l'ordre, mais plus de forces de l'ordre pérennes. On veut des renforts qui s'inscrivent dans le temps et qui permettent une sécurisation du territoire sur le long terme. Encore une fois, l'économie ne pourra pas se développer dans un climat où le chef d'entreprise ne sait pas comment protéger ses investissements demain. On ne peut pas créer de l'emploi, on ne peut pas créer de la richesse si on le fait sur un territoire où on a peur de perdre ce qu'on investit. Avant tout, pour faire une entreprise, il faut d'abord un chef d'entreprise qui prend le risque. Et le risque, il se prend en mesurant les paramètres. Et si le paramètre insécurité est trop haut, forcément, on ne va pas pouvoir investir. Pour développer une entreprise, il faut aussi des forces vives. Après les événements de Koungou, une grande partie des gens qui habitent sur le quartier Sim qui ont été concernés ont souhaité quitter le territoire. Et ce n'est pas forcément des gens qui viennent de l'extérieur qui veulent partir. C'est aussi notre jeunesse mahoraise qui est là, qui a fait des études, qui est performante, qui est dynamique et qui ne veut pas vivre sur son territoire parce qu'elle ne se sent pas en sécurité. La plus haute autorité administrative française vient de se prononcer sur le cas d'une femme originaire du Burundi, demandeuse d'asile à Mayotte. S'étant vue refuser sa demande d'asile déposée en juillet 2019, cette mère de famille en situation précaire a décidé de faire appel de la décision et a saisi en urgence le Conseil d'État. Les conditions de vie déplorables de la femme et de son fils sont dénoncées par ce dernier. Ils vivent depuis septembre dernier dans un abri de fortune avec 12 autres personnes, sans eau et électricité. Une situation qualifiée d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, face à laquelle le Conseil d'État a enjoint l'État à fournir des aides matérielles sans délai à cette demandeuse d'asile. La décision n'a pas manqué de faire réagir la CIMAD, qualifiée par l'association de première, avant de demander au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la dignité de tous les demandeurs d'asile dans ce département. En aval des déclarations du préfet et de la rentrée scolaire de ce lundi, la CGT Éducation communiquait pour alerter sur certains points, avançant la question du remplacement des collègues malades comme un sujet de préoccupation majeure. Le syndicat demande des chiffres. Combien de personnels AED ainsi que des contractuels premier degré ont été embauchés à Mayotte et seront-ils prolongés jusqu'à la fin de l'année scolaire? Les besoins existent toujours et nous demandons qu'une réponse sur ce sujet puisse être donnée, poursuit le syndicat. La CGT rappelle qu'elle réclame depuis plusieurs mois un budget exceptionnel pour pouvoir faire face à la Covid, en particulier la réduction des effectifs par classe et le recrutement de personnel, y compris de santé et sociaux. Elle dénonce des sureffectifs d'élèves dans les établissements et des manques de personnel. Pour conclure, le syndicat compare l'éducation nationale à Mayotte à une vaste entreprise de garderie low cost. La nouvelle enquête emploi de l'INSEE Mayotte révèle que le premier confinement a détruit 3000 emplois sur notre département. Le nombre des personnes bénéficiant des travails à Mayotte en 2020 est de 49 000, soit 31% de la population active. Cette donnée est un recul de 3% par rapport à 2019. En métropole, le taux d'emploi est de presque 66%. L'enquête montre que 54 000 personnes sont demandeurs d'emploi, c'est-à-dire qu'elles veulent travailler, mais qu'elles recherchent un emploi, soit 35% de la population active. Les individus disposant d'un travail sont donc moins nombreux que ceux en cherchant. Par ailleurs, 53 000 personnes ne souhaitent pas travailler. Elles sont 3% de plus qu'en 2019 et représentent 34%. C'est donc une proportion très faible d'habitants qui disposent d'un travail sur l'île au Lagon, donnée qui explique très certainement le taux très important de personnes à Mayotte vivant sous le seuil de pauvreté. À partir du 1er janvier 2021, la préfecture a perdu l'autorité de gestion des fonds européens et que par conséquent, en aucune façon, il ne peut s'arroger le droit de s'ériger en tant qu'autorité de gestion des fonds européens. L'autorité de gestion des fonds européens revient de plein droit au Conseil général qui a aussi les compétences d'une région conformément à la loi sur la modernisation de l'action publique territoriale et des métropoles qui, dans son article 78, confie d'une manière très claire la gestion des fonds européens aux régions. Donc, cette loi a bien parlé aussi des groupements d'intérêt public, a donné la possibilité aux régions
de créer des groupements d'intérêt public pour devenir autorité de gestion, et les groupements d'intérêt public sont composés uniquement des régions à leur demande. Or, la proposition de la préfecture et la pression que la préfecture exerce sur les élus pour créer ce groupement d'intérêt public pour gérer les fonds européens est complètement illégale.